Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré au sujet du surpoids et de l'obésité et plus précisément aux différents dispositifs qui existent en Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les patients qui le souhaitent. Le surpoids, l'obésité connaissent une prévalence de plus en plus importante. 17% des enfants et des adolescents sont concernés dans la région, plus de la moitié des adultes, 53%, et un tiers de ce qu'on appelle les jeunes adultes, c'est-à-dire les personnes entre 18 et 34 ans, sont aujourd'hui en situation de surpoids à hauteur de 23% ou même d'obésité à hauteur de 11%. Une dimension importante qui touche la population néo-aquitaine. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Luc Delaband. Bonjour docteur. Oui, bonjour tout le monde. Vous êtes médecin généraliste à Bordeaux, élu du RPS Médecins et président de la commission prévention de l'Union. Avec nous également pour en parler, Kitry de Savel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet prévention à l'assurance maladie. Tout à fait. Caroline Carrière-Julia. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes co-directrice et coordinatrice chez Repop Aquitaine. Et enfin, Laura Bauer-Dupuis. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes chef de projet à l'URPS Médecins libéraux et notamment en charge travaillant sur le projet Impulse ETP dont on va parler tout à l'heure. Pour poser vos questions, vous, tout au long de ce webinaire, vous avez le module Q et R, questions et réponses. C'est bien par ce bouton que vous pouvez poser vos différentes questions qui vont être prises au fur et à mesure, ou surtout on consacrera, comme d'habitude, la fin de ce webinaire pour y répondre à toutes vos questions. Le sujet du surpoids et de l'obésité, Caroline, c'est un sujet complexe qui n'aborde pas que la question de la nutrition. C'est bien plus sophistiqué que ça, vous allez nous l'expliquer. Effectivement, l'obésité, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, est une maladie chronique plurifactorielle qui ne va pas se définir uniquement par aussi un niveau d'excès de poids, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, puisqu'il y a énormément de facteurs de risque et de déterminants qui vont être autour de cette situation de surpoids et d'obésité, ainsi que des dimensions de vulnérabilité. On vous a mis ici le schéma que la Haute Autorité de Santé a mis dans son guide parcours pédiatrique, mais qui pourrait très bien être transposé à l'adulte, où vous voyez l'ensemble des dimensions de vulnérabilité qui peut être autour de l'enfant et de l'adolescent et qui va justifier du coup cette approche multidimensionnelle en prenant en compte autant l'évaluation médicale, les antécédents, les comorbidités, mais également les habitudes de vie. Donc on en a parlé un petit peu, activité physique, sédentarité, mais pas que, également le sommeil, également les comportements alimentaires, tout ce qui va être les prises en charge antérieures, la motivation et les objectifs que chaque patient va être en capacité de mettre en place, l'état psychologique, la qualité de vie, le contexte socio-économique et également l'environnement de vie de l'enfant, chez l'enfant, donc sa situation familiale ou scolarité par exemple, mais également chez l'adulte, tout ce qui va être conditions de vie, de logement ou encore de couverture sociale. Donc voilà ce schéma pour vous montrer l'importance de cette approche multidimensionnelle. Oui, donc vous l'évoquiez, c'est multiples dimensions. L'objectif, c'est pas de faire peur à ceux qui nous écoutent, mais juste de dire que si on s'organise bien et qu'on le coordonne bien, c'est un parcours qu'il faut mettre en place. Oui, absolument. Le parcours doit être coordonné. C'est en plus un facteur de réussite, cette coordination. On sait bien que les prises en charge, en particulier multidisciplinaires, quand les acteurs travaillent ensemble, les résultats sont meilleurs. Et même au niveau de la motivation, on arrive à donner plus de motivation aux participants de nos parcours. Le suivi doit être aussi personnalisé. Ça veut dire que le patient doit se sentir écouté et qu'on doit pouvoir adapter nos stratégies d'intervention aux modifications dans le parcours du patient, en particulier à ces modifications de motivation tout au long du parcours. On doit aussi avoir une prise en charge globale. On l'a un peu évoqué. Il ne s'agit pas d'en rester uniquement à la médecine, mais bien d'intégrer, en particulier dans ce type de pathologie, les facteurs environnementaux, sociaux, psychosociaux, socioculturels, familiaux,
du travail, hein, vous voyez, c'est large, mais c'est indispensable si on veut avoir un résultat global. Et bien entendu, on doit rester avec un accompagnement bienveillant, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'accompagner le patient, de ne pas le stigmatiser, de l'écouter. Ces approches, elles doivent être aussi spécifiques en fonction de l'âge. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir le même discours et la même prise en charge pour des enfants et des adolescents que pour des adultes. On doit rester pédagogique, bien entendu, éviter la stigmatisation, faire preuve de prévention. On l'a aussi dit, mais c'est important, plus on va agir tôt, hein, plus le dépistage est précoce, et plus on va avoir un impact sur les maladies chroniques qui feront la suite de cette obésité mal gérée. On doit proposer aussi, en particulier pour les enfants, des activités physiques ludiques, hein. Il s'agit de rien faire sur la contrainte, puisqu'on sait que ça ne marche pas, mais au contraire de donner envie, hein, de rentrer dans ces objectifs. Pour ce qui est des adultes, les choses sont un peu pareilles avec des difficultés supplémentaires, hein. C'est l'apparition de freins motivationnels pour lesquels il est évidemment important de fixer des objectifs réalistes, hein, et d'y aller progressivement, d'avoir là encore une approche holistique, c'est-à-dire d'écouter un peu tout, hein, donc évidemment d'éviter les comorbidités. Vous évoquiez justement cette dimension très personnalisée qui est nécessaire, ne sortir d'une vision stigmatisante et au contraire être dans une démarche très motivationnelle. Côté voilà professionnel de santé, qu'est-ce que concrètement, comment il sensibilise son patient, quelles sont les clés de cette démarche motivationnelle? Voilà. Mais les clés, ça va être ce qu'on appelle la posture professionnelle, hein, qui est vraiment un facteur de réussite, en particulier dans la pathologie et de l'obésité et du surpoids, hein, et qui, elle, va permettre de faciliter le changement. La posture professionnelle, elle peut se résumer on va dire, 4 actes essentiellement, hein. Le premier, c'est rassurer le patient, hein. Bon, je vais dire un peu ce qu'il faut pas faire, hein. Rassurer le patient, c'est pas commencer à lui dire, ben, dites donc, si vous perdez pas de poids, c'est l'AVC dans 25 ans, si vous n'êtes pas mort d'un infarctus avant, hein. Donc, il faut surtout pas être dans ce type de posture, hein. C'est aussi déculpabiliser le patient. Déculpabiliser le patient, ça veut lui dire, ah ben, évidemment, si vous continuez à manger comme ça et à pas bouger davantage, c'est sûr que ça va pas marcher, hein. Donc voilà, il faut pas agir comme ça. Il faut expliquer au patient, hein, lui expliquer comment ça marche, pourquoi il est en surpoids, comment il peut réformer son alimentation, comment il a intérêt à trouver du plaisir, à bouger davantage, et en étant rassurant et bienveillant, hein. Et évidemment, tout ça, ça prend du temps, hein, parce que si on veut que ça marche, si on veut arriver à avoir l'écoute du patient, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et en prévention, il faut pouvoir prendre du temps. Et accorder du temps, c'est le 4e élément indispensable pour arriver à un résultat. Donc on voit que côté effectivement patient, professionnel, pour accompagner le patient, il faut, ce que vous disiez, rassurer, déculpabiliser, expliquer. Mais pour aussi rassurer ceux qui nous écoutent, les professionnels de santé, déculpabiliser sur la capacité justement à accompagner, on va voir qu'il existe justement différents dispositifs qui existent aujourd'hui, qui vont être activés, Caroline Carrière-Julien, en fonction, une fois de plus, de la complexité de la situation du patient. Tout à fait, effectivement. Chez l'adulte comme chez l'enfant, la Haute Autorité de Santé a mis en évidence aussi l'importance de graduer les soins en fonction du niveau de complexité, qu'on peut expliquer rapidement de la façon suivante. Il va y avoir un premier niveau de recours. Donc, ça va être pour des situations de surpoids ou d'obésité non complexe, dites simples. Donc, simple que ça soit tant en termes de niveau d'excès de poids, mais aussi de tous les contextes, hein, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ce soit en termes de vulnérabilité, de situation sociale, familiale,
familiale ou psychologique, où ça va être plutôt favorable. Dans ce cas-là, une prise en charge ambulatoire avec des professionnels libéraux sera proposée. Ensuite, il y a un second niveau de recours pour lequel on proposerait une prise en charge mixte libérale hospitalière pour des situations de surpoids ou d'obésité complexe, mais avec un niveau de complexité quand même relatif, puisque la complexité, c'est surtout le troisième niveau de recours, où donc là, ça va être des niveaux de poids importants, mais aussi, comme on l'a expliqué depuis le début, un contexte global qui va être plutôt défavorable, que ce soit familial, psychologique, psychosocial, ou encore avec des comorbidités ou des retentissements. Et dans ce cas-là, la Haute Autorité de Santé recommande une prise en charge hospitalière. Donc par rapport à ça, effectivement, nous allons rentrer dans le détail de la présentation des différents dispositifs qui existent en Nouvelle-Aquitaine en fonction de ces niveaux de recours et de complexité qui étaient abordés, mais toujours avec vous, Caroline Carrière-Julia, il est important de s'arrêter sur les indicateurs que peuvent donner la courbe de poids chez l'enfant et l'adolescent. Effectivement, cette courbe de poids va être un outil important. Elle va permettre aussi de faciliter l'orientation du patient en fonction des différents dispositifs et de ses critères d'inclusion. Voilà, donc un rappel comme quoi l'évaluation d'un niveau d'excès de poids chez l'enfant va passer par le calcul de l'indice de masse corporelle. Mais contrairement à l'adulte où la valeur de l'IMC donne le niveau de corpulence, chez l'enfant, il est nécessaire de reporter cette valeur d'IMC sur les courbes de corpulence qui sont disponibles dans les carnets de santé. Et c'est le report de ce point d'IMC sur ces courbes qui va permettre d'évaluer la corpulence de l'enfant, donc soit une corpulence normale dans la partie bleue sur la courbe, le surpoids par la partie violette ou l'obésité sur la partie orange. Et donc voilà, vraiment tenir compte que la valeur de l'IMC ne peut pas être interprétée chez l'enfant et l'adolescent sans ces courbes, contrairement à l'adulte. Et l'importance de ces courbes aussi passe par le fait qu'elle va permettre de repérer des situations précocement, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé recommande effectivement que ces courbes soient tracées régulièrement, notamment chez l'enfant, quel que soit le motif de la consultation, au moins 2 à 3 fois par an, afin de pouvoir effectivement repérer précocement un enfant qui serait en situation de surpoids, voire d'obésité, mais aussi d'observer la dynamique de la courbe pour pouvoir repérer des signes d'alerte, tels qu'une ascension continue de la courbe dès la naissance, ou encore un rebond d'adiposité précoce. Donc c'est un rebond avant l'âge de 6 ans, ce que vous voyez de façon physiologique et normale, la corpulence d'un enfant remonte à l'âge de 6 ans. Et donc on dit que ce rebond est précoce s'il apparaît avant l'âge de 6 ans. Ou encore s'il y a un changement de couloir de la courbe, vous voyez cette dernière courbe sur la droite qui monte progressivement. Et donc là, ça va permettre de repérer des enfants à risque de surpoids ou d'obésité qui peuvent déjà être des critères d'inclusion pour certains dispositifs, comme le dispositif Mission Retrouve ton cap que Kitri va vous présenter. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi se préoccuper du surpoids et de l'obésité? Mais comme le docteur Delaban vous l'a dit précédemment, s'occuper du surpoids de l'enfant, c'est lui éviter des problèmes aujourd'hui, mais également pour demain, qu'ils soient physiques, comme les troubles du sommeil, les troubles des maladies respiratoires, cardio-respiratoires, cardiovasculaires, mais également psychologiques, donc comme les moqueries, l'isolement, le harcèlement. L'assurance maladie a mis en place le dispositif Mission Retrouve ton cap afin de permettre aux enfants de 3 à 12 ans qui sont dans ce que disait Caroline précédemment, dans le niveau de premier recours, donc avec un risque de surpoids, d'obésité. Donc pour accéder à ce dispositif, le médecin va prescrire à l'enfant le dispositif Mission Retrouve ton cap et l'orienter vers une MSP qui est conventionnée avec l'assurance maladie. Donc, il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire avec une prise en charge d'un bilan diététique, activité physique, mais également psychologique. Ce dispositif est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais pour la famille et sans dépassement d'honoraires. Pour le médecin donc, qui va prescrire Mission Retrouve ton cap, donc ça peut être le médecin, le pédiatre, le médecin de PMI, mais également le médecin de médecine scolaire.
Donc, il a une prescription qui est sur Amélie Pro. Donc, il s'agit d'une prescription spécifique Mission Retrouve ton cap. Mais il peut également prescrire sur une ordonnance dite normale. Donc, le médecin va prescrire tout d'abord soit un bilan diététique, celui-ci va être obligatoire, mais il peut également prescrire un bilan dit physique, d'activité physique qui est réalisé par un kiné et un bilan également psychologique qui va être pris en charge soit par une psychologue ou un professionnel de santé spécialisé en psychologie. Il peut être également donc prescrit un bilan physique ou un bilan psychologique. Et ensuite, le médecin va prescrire des séances de suivi, donc avec des séances soit de psychologie, soit nutritionnelle, soit d'activité physique. Sachant que le médecin peut prescrire d'emblée le nombre de suivis nécessaires, ou il peut laisser le soin à la MSP de prescrire lui-même les séances de suivi. Merci Kitri Diosavel. Donc on est vraiment sur un dispositif assez complet de prise en charge pour ces enfants-là, avec une dimension de soins, d'activité physique, d'accompagnement psychologique, qui s'inscrit dans le temps aussi, ça c'est important, une prise en charge complète. Donc là, un vrai dispositif en appui que peuvent prescrire une fois de plus les professionnels et les médecins au premier chef. Pour retrouver donc les éléments de formulaire de prescription Amélie Pro, mais sachant que une fois de plus, on n'est pas obligé de passer par ce formulaire qui est à l'écran, mais une prescription habituelle du médecin est suffisante. Et pour savoir orienter le patient, trouver la MSP ou le centre de santé de proximité, il pourra le retrouver sur amélie.fr, mais on vous donnera bien sûr la liste de toutes ces ressources dans le document qui sera associé au replay de ce webinaire comme d'habitude. Je reviens vers vous, Caroline, on a Mission Retrouve ton cap, mais on a également sur cette population des enfants adolescents le dispositif REPOP. Je vous laisse nous le présenter et puis on échange derrière. Je rappelle une fois de plus à tous les auditeurs qui peuvent poser leurs questions en utilisant le bouton Q&R à l'écran. Merci Emmanuel. Donc effectivement, le REPOP, c'est le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Nous sommes une association de loi 1901 et nous sommes partenaires du centre spécialisé obésité pédiatrique des CHU de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Avec une petite donnée historique, c'est que le REPOP existe en Aquitaine depuis 2006 et c'est ouvert en Poitou-Charentes et en Limousin seulement depuis décembre 2024, donc tout récemment. Pour ce qui est de nos missions, la première de nos missions est la structuration de la filière obésité pédiatrique, donc toujours en lien avec les centres spécialisés obésité des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers, à savoir la mise en place d'un réseau de professionnels formés au dépistage, repérage et à la prise en soins, et également de faciliter le lien, les interactions et la coopération entre l'ensemble de ces acteurs et structures ressources. Vous voyez ici sur cette diapositive le nombre de professionnels formés et leur localisation sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, avec du fait de ça en historique, beaucoup plus de professionnels formés en Aquitaine que pour le moment en Poitou-Charentes et Limousin. Et donc nous, notre rôle d'équipe de coordination, c'est d'assurer le lien entre ces professionnels de santé formés et les acteurs du dépistage que vous voyez listés ici et de la prévention, que ce soit l'éducation nationale, la PMI, le secteur petite enfance des municipalités, contrats locaux de santé, le mouvement sport santé, les établissements médico-sociaux par exemple, mais aussi les acteurs de soins, que ce soit la CPM, les centres hospitaliers, les centres de santé. Et donc on assure l'harmonisation des pratiques professionnelles, la mise en lien, le partenariat avec l'ensemble de ces acteurs qui gravitent autour de l'enfant. Notre deuxième mission va être de faciliter donc la graduation des soins dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment à travers la gestion d'une plateforme régionale d'évaluation et d'orientation des demandes de prise en charge. En effet, lorsque une famille est en demande de prise en charge ou que vous, professionnels, êtes face à une famille en demande de prise en charge, vous pouvez l'inciter à contacter notre plateforme régionale d'orientation. Et nous, à travers un dossier qui sera rempli par la famille et un contact
contact avec le médecin habituel de l'enfant, nous évaluons le niveau de complexité de la situation afin de voir de quel niveau de recours relève l'enfant pour pouvoir par la suite lui proposer la prise en charge la plus adaptée. Et donc notre troisième mission, c'est de proposer une offre de soins. Donc comme je viens de le dire, on va orienter l'enfant vers la prise en charge la plus adaptée en fonction de sa complexité. Nous allons assurer la coordination du parcours de soins et nous sommes en soutien, apport d'expertise auprès de ces professionnels pour aider à l'observance de ce parcours et au suivi de ce parcours. Donc nous, notre cible pour se proposer cette prise en charge, ce sont tous les enfants de 0 à 17 ans en situation déjà de surpoids ou d'obésité. Et donc la prise en charge que l'on va proposer est basée sur un suivi de proximité par des professionnels de santé préalablement formés. Ça va être un suivi médical qui va être régulier par un médecin de proximité. On essaye que ce soit le médecin habituel de l'enfant. Elle va être, comme on l'a dit tout à l'heure, multidisciplinaire en fonction des besoins de l'enfant et de son niveau de complexité. Elle est concertée puisque nous avons développé un dossier médical informatisé partagé avec ESEA qui est Paco Globule, toujours dans une démarche d'éducation thérapeutique pour assurer une posture adaptée, comme l'a dit docteur Delaban tout à l'heure, et va s'inscrire dans la durée puisqu'on propose une prise en charge sur 2 ans. Donc on revient sur le schéma initial. Vous voyez qu'en fonction du niveau de complexité et du niveau de recours auquel relève l'enfant, nous allons orienter vers les prises en charge différentes, donc différentes par le niveau de complexité, mais aussi en fonction du territoire. Et donc vous voyez que pour les situations simples, on va orienter, donc si l'enfant rentre dans les critères d'inclusion, vers Mission Retrouve ton cap, ou pour les premiers recours et deuxièmes recours, vers un parcours de soins pluridisciplinaire qui peut être différent selon les territoires, on va en reparler, mais qui est toujours basé sur un suivi médical régulier, avec plus ou moins un suivi diététique, psychologique, kiné, des ateliers d'activité physique adaptée, de l'éducation thérapeutique de groupe, ou encore des séjours vers un SMR. Et pour les situations complexes, on proposera une prise en charge hospitalière dans le cadre d'un centre hospitalier universitaire ou d'un centre hospitalier périphérique, sous forme de consultation, d'hospitalisation de jour ou conventionnel. Donc pour récapituler, Caroline, donc dans l'émission du REPOB, si je suis médecin, que je souhaite justement avoir un appui à l'orientation, je peux vous contacter, et y compris pour éventuellement orienter un patient vers la mission Retrouve ton cap qu'on évoquait tout à l'heure pour trouver la bonne MSP ou le centre de santé labellisé, mais également donc pour être pris en charge dans le cadre du parcours REPOP. Et ce parcours REPOP, il associe, il combine, là encore, un parcours de soins et une dimension d'éducation thérapeutique, toute une dimension éducative. C'est ça qui est aussi important à récapituler. En termes de prise en charge financière, là, ça va dépendre de la région. Vous évoquiez tout à l'heure votre historique. Sur l'ex-région Aquitaine, la prise en charge est assurée à 100%, que vous allez préciser, mais différente des modalités possibles sur l'actuel Limousin ou Poitou-Charentes, ou en tout cas pour les mesures actuellement possibles. Fait effectivement sur l'ex-région Aquitaine, donc on existe depuis 2006 et on a un parcours de soins donc qui est assez ancien et pour lequel il y a des prestations dérogatoires, c'est-à-dire qu'on prend en charge financièrement les consultations non prises en charge par l'assurance maladie, notamment les consultations diététiques et psychologiques qui sont mises en place par les professionnels formés impliqués dans le réseau. Par contre, nous n'avons pas eu le financement de ces prestations pour le Poitou-Charentes et le Limousin, notamment du fait qu'il y ait d'autres dispositifs qui existent comme Mission Retrouve ton cap et d'autres qui sont en cours de développement. Donc pour Poitou-Charentes et Limousin, on va pour le moment orienter vers les ressources locales que vous voyez entre autres réparties, détaillées sur ce diapositive. C'est pas exhaustif, mais voilà, on a fait un gros travail d'état des lieux avec les chargés de mission sur les ex-régions et donc on oriente les patients vers les ressources qui existent et pour lesquelles il y a aussi une prise en charge financière par l'assurance maladie si besoin. Mais voilà, comme vous l'avez résumé, nous, notre rôle, c'est vraiment d'aider les professionnels à orienter les familles vers l'offre de soins la plus adaptée et au plus près de chez eux.
Et donc en pratique, hein, voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous êtes en demande de prise en charge, vous avez besoin d'aide pour une orientation pour un patient. Et également si vous souhaitez vous former, participer à une de nos journées de formation et adhérer à notre réseau, vous voyez les prochaines dates de formation sur les différentes ex-régions. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Donc, j'insiste sur effectivement ce numéro de téléphone, cette adresse mail, donc parce que le REPOP est effectivement un point de contact dans cette première mission d'aide à l'orientation, hein, pour les professionnels et les médecins qui nous écoutent. C'est important. Et ça, vers les différents dispositifs qui existent. Pas mal de questions qui arrivent sur la mission Retrouve ton cap. Mais avant d'en parler avec Itri de Savel, on va présenter quand même le troisième dispositif. Cette fois-ci, c'est pour les personnes qui sont plus de 16 ans. Il s'agit là d'un accompagnement vraiment éducatif, hein, sur les principes de l'éducation thérapeutique qui vient en appui d'un parcours de soins que les professionnels et les médecins auraient pu mettre en place localement, sachant que ce dispositif, Dr Jean-Luc Delabant, il est destiné vraiment à toucher le plus grand nombre grâce à une dimension numérique qu'on va voir et voilà qui permet d'adresser des patients qui se retrouvent dans des coins reculés où il n'y a pas forcément de structure pour les accompagner justement sur cette démarche éducative au quotidien. Oui, absolument. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Euh, D'abord, la première chose à bien comprendre, c'est que, contrairement aux deux dispositifs qu'on vous a présentés, d'abord, il fait les adultes, en tout cas les plus de 16 ans, alors que les précédents font uniquement les enfants ou les adolescents. Deuxième chose, nous ne proposons, enfin Impulse ne propose qu'un parcours éducatif qui va donc en complément du parcours de soins qui est laissé à la main des praticiens qui gèrent les patients adultes au moment où ils vont les faire rentrer dans le parcours sur le même modèle que l'éducation thérapeutique, hein. Quand vous envoyez un patient diabétique pour faire son éducation thérapeutique, c'est vous qui continuez à le suivre pour son diabète. C'est juste sur le côté éducatif. Il faut bien garder ça dans l'esprit. Alors, comment Impulse est né? Qu'est-ce que ça veut dire Impulse ETP? On va là encore passer par l'historique, hein. En 2022, l'Agence régionale de santé a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour justement voir comment on pourrait proposer un parcours éducatif sur la thématique surpoids-obésité aux néo-aquitains et en particulier pour ceux qui ont une accessibilité difficile à l'éducation thérapeutique classique. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt a été gagné par un consortium qui s'appelle Dièse. Et qu'est-ce qui se cache derrière Dièse? Eh bien, c'est l'association de l'URPS médecins et donc de trois structures d'éducation thérapeutique de ville, hein, qui sont sur le territoire néo-aquitain, hein, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, etc. Et évidemment, derrière ça, il y a un conseil scientifique qui réunit donc des gens à la fois du privé, du public, de l'hôpital, de l'éducation thérapeutique, bref, qui est le plus large possible, et aussi des patients y sont bien sûr représentés. Quels sont les objectifs donc d'Impulse ETP? D'abord d'essayer, on en a déjà parlé, hein, mais c'est capital, d'avoir la prise en charge la plus précoce possible pour, là encore, même si on a raté le stade enfant ou si les problèmes de surpoids et d'obésité sont apparus après, eh bien, il est toujours intéressant de commencer le plus tôt possible pour éviter malheureusement l'évolution vers une maladie chronique. Un des points vraiment, et puis qui faisait partie de l'AMI fort, hein, et j'insiste dessus, d'Impulse ETP, c'est l'accessibilité des soins. C'est-à-dire que Impulse ne se substitue pas à l'offre d'éducation thérapeutique qui existe, hein.
mais Impulse va permettre, et on met l'accent là-dessus, justement parce que c'est un outil qui est basé sur la e-santé et qui a une approche numérique et à distance, c'est de la IETP, va permettre donc d'offrir une solution à des gens qui sont géographiquement éloignés et la seule condition est bien sûr qu'ils aient une connexion Internet. Donc l'idée est bien d'améliorer l'accessibilité des soins. Alors, vous êtes arrivé justement avec une petite vidéo qui nous présente le parcours. On va la regarder. Oui, c'est plus facile qu'une explication. Bonjour, moi c'est Vincent. J'ai retrouvé le plaisir de jouer au ballon avec mon fils grâce à Impulse TP. Il y a quelques mois, je me suis aperçu que j'étais rapidement essoufflé, sans parler du mal au genou. J'ai commencé par en discuter avec mon médecin, en qui j'ai toute confiance. Il m'a alors proposé Impulse TP et j'ai répondu « Banco ». Il s'est occupé de m'inscrire, puis Chloé, ma référente, m'a appelé. Au cours de cet appel, Chloé a pris le temps de m'expliquer Impulse TP et a validé ma participation. Je lui ai indiqué pourquoi je souhaitais intégrer le programme. Elle m'a créé mon espace personnel. On s'est retrouvés en visio pour faire le point sur mes envies. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu construire mon parcours avec Chloé. Grâce à l'appli, j'ai pu consulter des articles et des vidéos sur plein de sujets différents et me lancer des défis pour apprendre à mieux vivre au quotidien. Lors de mon premier atelier, nous avons parlé librement de nos habitudes alimentaires et j'ai beaucoup appris sur les bonnes pratiques à mettre en place pour être en meilleure santé. J'ai même pu échanger avec Chloé. J'ai trouvé vraiment super d'être toujours suivi par la même personne. Elle m'a encouragé tout au long du programme, que l'on a pu adapter en fonction de mes besoins. Quand j'ai terminé le programme, on a fait un bilan et j'étais très heureux de voir les progrès que j'avais faits au cours de ces derniers mois. Côté patient, Laura Bauer-Dupuis, vous nous reprécisez justement ce parcours, comment il fonctionne et à qui il s'adresse? Oui, alors le but, c'est pas de reprendre toute la vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été diffusés, mais de réinsister sur plusieurs points. Donc déjà, on est 100% en ligne. Impulse, c'est un parcours qui est totalement numérique. Mais un parcours numérique où on maintient de l'humain parce que chaque bénéficiaire se voit attribuer un référent et ce référent va l'accompagner tout au long de son parcours qui peut durer jusqu'à 1 an. Donc il y a des entretiens de suivi qui ponctuent tout ce parcours en complément du diagnostic éducatif, mais on le verra un petit peu après quand on va présenter l'application. Le patient peut aussi contacter son référent quand il le souhaite. Autre élément important, Impulse, on peut être inclus via un professionnel médical. Donc Jean-Luc Delaban parlera juste après des modalités d'inclusion, mais un patient ne peut pas s'auto-prescrire Impulse TP, donc ça passe par un professionnel médical ou une orientation par un professionnel de santé. On a déjà insisté dessus, mais je permets de le redire, on est vraiment sur un parcours qui est éducatif. On vise en fait à accompagner de façon durable au changement tous les patients qui vont être intégrés dans Impulse. On est également, et c'est important de le dire, totalement pris en charge grâce à la participation de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et Impulse, ça se présente comment? C'est une application, mais c'est aussi une plateforme web. Donc il faut effectivement une connexion Internet et un outil pour y accéder. Mais sur cette application, on va retrouver différentes fonctionnalités, tout ce qui est ateliers, défis et centres de ressources. Et justement, dans les ateliers, on se raccroche à ce qu'on a dit en introduction. On a vraiment pris en compte le fait qu'on était sur une approche multidimensionnelle dans le cas du surpoids et de l'obésité. Donc, vous le voyez, on va retrouver forcément l'activité physique et l'alimentation, mais on va aussi intervenir sur d'autres thématiques qui ont toutes un lien avec le surpoids, donc le stress, le sommeil, mais aussi la confiance en soi, et comprendre aussi d'une façon plus physiologique tout ce qui est surpoids et obésité, sachant que là, on vient de lancer un tout nouvel atelier en mars qui est bien manger pour tous les budgets, pour aussi être accessible au plus grand nombre. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on voit des étoiles sur la diapositive. Ce sont tous les ateliers qui sont plébiscités aujourd'hui par nos patients, donc c'est ceux qui sont préférés et qui sont souvent bien remplis.
Merci de ces précisions. Pour bien comprendre, pour les personnes qui nous écoutent, Jean-Luc Delaban, donc Impulse s'adresse aux patients de 16 ans et plus, mais avec des critères d'inclusion que vous allez nous préciser. Voilà. Alors, pour être précis, d'abord, Laura l'a dit, à date, l'inclusion se fait par des professionnels de santé qui peuvent prescrire, c'est-à-dire les médecins et les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Ça veut dire que tous les autres professionnels de santé sont par contre des relais qui nous paraissent très intéressants et ils peuvent parler d'impulse et orienter le patient pour aller voir un médecin ou un autre professionnel de santé prescripteur. Alors, avant de rentrer dans le détail des critères d'inclusion, on va déjà parler des critères d'exclusion, c'est-à-dire que Impulse ne pourra pas prendre en charge, donc évidemment, des gens qui ont une IMC inférieure à 25 qui n'en ont pas besoin, ou des gens qui ont des obésités supérieures à 40 et qui sont du ressort des centres de l'obésité gérés par les hôpitaux et qui ont leur propre système d'éducation thérapeutique. Et enfin, il y a aussi un autre critère d'exclusion qui est tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire, qui sont pas réglés ni stabilisés, et donc pour lesquels nos confrères psychiatres sont plus à même que nous pour gérer ce problème-là. Alors une fois qu'on a sorti tout ça, eh ben, on va diviser en gros et se baser sur l'IMC comme référence. On va déjà commencer par le bas. Ceux qui ont un IMC entre 35 et 40, qui est déjà une obésité sévère, nous ne les prendrons dans le parcours que s'il n'y a aucune comorbidité associée. Alors, c'est pas si fréquent quand on est déjà dans ces niveaux-là d'IMC, mais le plus souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de développer des comorbidités. Après, ou plus exactement avant, entre 30 et 35, où on a une obésité modérée, là, c'est le cœur de cible d'Impulse ETP. Donc là, ça suffit, il n'y a pas besoin de critères d'inclusion supplémentaires. Tous les gens qui ont cet indice d'IMC peuvent rentrer. Et en deçà, c'est-à-dire entre 25 et 30, où on est plus dans le surpoids, ça ne suffit pas pour intégrer Impulse. Il faut aussi avoir au moins un critère supplémentaire. Je vais vous en citer quelques-uns. C'est la présence d'une comorbidité, la mesure du périmètre abdominal qui est positive, des antécédents familiaux, être autour après une grossesse, voilà. Mais vous aurez la liste exhaustive dans le document qui vous sera communiqué à l'issue de ce webinaire. Donc, c'est important. Alors maintenant que vous savez sur quels critères, comment il faut faire pour intégrer un patient, inclure un patient, eh bien c'est simple. Si vous n'êtes pas déjà intégré sur le site, et c'est pas possible puisque pour des raisons RGPD, il faut que vous soyez validé par Impulse. Donc, pour la première inclusion que vous avez à faire, vous allez télécharger le document d'inclusion, et après, automatiquement, vous serez dans le site et vous pourrez inclure directement depuis le site pour les patients suivants. Il y a aussi à l'écran une adresse mail, un contact impulse-etp.fr pour tous ceux qui voudraient avoir plus de renseignements ou, auprès du dispositif Impulse. Je reviens vers vous, Laura Bauer-Dupuis. Vous avez bien évoqué tout à l'heure que Impulse, c'est aussi une application dont les patients disposent sur leur téléphone et qui les aide dans leur quotidien. Donc, on va regarder une petite démo, en fait, que vous allez nous commenter très rapidement de cette partie application patient. Oui, c'est moi qui fais le son cette fois. Du coup, ça, c'est la partie app avec la page d'accueil qui reprend toutes les fonctionnalités. Donc, je les ai énoncées tout à l'heure, atelier, défi. Donc, tout ce qui est atelier. Donc là, on va rentrer dans l'atelier. Ici, il y aura le lien visio. Donc, on peut préparer l'atelier avec des petites infos intox pour déconstruire des fausses croyances. On renvoie ici vers une ressource. Donc, ici, c'est Amélie. Donc, après, je retourne dans mon atelier. Je vais le réaliser en visio.
Suite à ça, j'aurai un questionnaire de satisfaction à compléter et je pourrai également accéder à une ressource qui est la synthèse de mon atelier. Et on va avoir une autre présentation, donc il y aura toutes les ressources. Et là, voilà, il y a aussi une petite présentation comme Duolingo, si vous connaissez. Ensuite, on a des défis, donc des défis collectifs et individuels. Là, c'est un individuel, c'est du déclaratif pour réduire le sucre. Hop, je l'ai réussi, on me félicite. Donc, on est vraiment dans la gamification et dans le ludisme. On a créé des mondes et un monde de défis collectifs. Donc là, on est sur le fait maison en ce moment. Donc, toute la communauté d'Impulse peut réagir et relever ce défi ensemble. On a un centre de ressources classé par thématique qui sont les mêmes que celles que pour les ateliers. Donc, ils sont rédigés par des experts qui sont éducateurs dans le cadre d'Impulse. Et on a également, donc là, il y a toute la liste. On a également un moteur de recherche, pardon. Donc là, j'ai tapé émotion. Hop, ça va me renvoyer sur comment mieux comprendre mes émotions, qui est un podcast en fait, et on renvoie sur Radio France directement pour qu'on puisse l'écouter. Un système de badge qui est assez commun, on le retrouve ça un peu partout, mais qui permet voilà, de récompenser les efforts. Et je le disais tout à l'heure, je peux contacter mon référent quand je le souhaite et je peux le faire directement depuis mon application. Je lui écris un petit message et le message est envoyé. Ensuite, j'aurai l'historique. Et enfin, dernière fonctionnalité, le chat, pour que les patients, tout ce qui est utilisateur, puissent échanger ensemble, se motiver, se dire quand ça va pas, réagir et qu'on remette vraiment du lien malgré la dimension numérique. Donc on voit une application très moderne dont les visuels d'ailleurs sont plutôt et l'ergonomie appréciée par les patients qui les utilisent, très intuitive et qui les accompagne au quotidien. Je tenais à préciser une application sécurisée. On est bien évidemment dans une relation avec des données très personnelles, données de santé, voilà, avec cet aspect ressources et puis quelque part coaching numérique. Ça rejoint des questions qui sont posées là au fil de l'eau, beaucoup de questions, donc on va vite terminer cette présentation et y répondre, mais j'en pose quand même déjà une. Est-ce que la référente est une vraie personne? Oui. C'est vraiment la force d'Impulse. On voulait vraiment remettre de l'humain malgré la dimension numérique. Donc, toutes nos référentes, je dis toutes parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que des femmes qui accompagnent les utilisateurs, sont toutes formées à l'éducation thérapeutique du patient et sont donc des vraies personnes qui ont aussi une activité souvent à côté et qui sont intégrées dans le cadre d'Impulse. On a une dizaine de personnes qui exercent à nos côtés. C'est ça, donc Impulse, ça combine de l'humain et du numérique pour une fois de plus toucher le patient, l'accompagner au quotidien et le toucher le plus loin possible sur les territoires, et avec encore des évolutions là qui arrivent prochainement. Et je dirais même personnaliser au maximum le parcours grâce aux référents qui vont adapter et co-construire le parcours avec les utilisateurs. Et effectivement, on a une application qui évolue continuellement. Donc, on a du e-learning qui va être disponible, qui va commencer à être disponible à partir du second trimestre 2025 avec 2 ateliers. On va également mettre en place un journal de suivi pour que le patient et le référent puissent suivre les objectifs qui auront été déterminés en diagnostic éducatif. Et on est en train de voir pour mettre en place un programme d'activité physique en ligne avec un partenaire pour justement compléter l'atelier activité physique qui est proposé et aller au-delà en pouvant faire des exercices à la maison quand on est vraiment décorrélé du sport depuis un certain temps. Pour conclure sur ce sujet, Jean-Luc Delaban, le Impulse ETP, c'est une démarche, une fois de plus, d'accompagnement éducatif qui vient en complément et qui se substitue pas à un parcours de soins. Absolument, et c'est bien ce qu'il faut garder en mémoire pour les confrères qui m'écoutent. Il s'agit pas de refiler en gros le bébé des gens qu'on a en surpoids ou obèses à Impulse en disant ils vont gérer. Non, vous gardez la main, vous gardez l'orientation, vous gardez la prescription et c'est une éducation, une prise en charge éducative qui va évidemment compléter tout ce que vous faites avec, vous l'avez compris, l'intérêt du suivi au long terme et de ce mix un peu entre à la fois l'humain et l'informatique, ou appelez ça comme vous voulez. Alors après, si on revient côté médecin, l'outil, c'est aussi intéressant parce qu'il va vous tenir au courant. On n'a pas voulu que ce soit trop agressif parce qu'on sait qu'on est tous très occupés par ailleurs, mais avec quand même des notifications, l'outil va tenir au courant le prescripteur de où en est son patient dans le parcours. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a inclus, le médecin saura si le patient a fait son diagnostic éducatif, a pris son premier rendez-vous, où il en est de ses ateliers, s'il a fini, etc. Donc, vous n'êtes pas non plus
lâcher, une fois que vous avez fait la prescription, vous pouvez suivre le parcours de votre patient sur le site et au travers de notifications, ce qui est évidemment très intéressant puisque vous l'avez compris, hein, et on l'a assez dit en début, la coordination, c'est quelque chose de capital. Et pour que ça marche, il faut que vous, en tant que médecin, à la fois prescripteur, mais aussi organisateur du soin, vous puissiez travailler et bien vous coordonner avec tous les intervenants qui vont agir au travers d'Impulse dans l'éducation thérapeutique et aussi tous les autres praticiens à qui vous allez adresser votre patient, psycho, diète, etc. Et aussi les kinés, hein, qui sont très importants pour évidemment remettre en route le patient et aussi les enseignants en activité physique adaptée, hein, qui aussi peuvent prendre le relais une fois que le kiné a fait le premier pas. Merci de ces différentes présentations. Donc, nous avons beaucoup de questions qui sont arrivées. Donc, je vais démarrer, pas forcément dans l'ordre des questions, mais pour rester sur la dynamique, donc sur Impulse. Quelle est la limite d'âge maximum pour Impulse ETP, s'il y en a une? Je ne crois pas qu'on en ait mis. Mathématiquement, on n'en a pas fixé. Après, c'est du bon sens, hein, voilà. On est dans des outils de prévention, mais il n'y a pas de limite d'âge, hein, Donc, à partir de 16 ans et sans limite d'âge, sachant que l'objectif est quand même, on disait, de plutôt toucher quand même, il sera toujours plus facile, en tout cas, de s'adresser à des jeunes plutôt en situation de surpoids qu'à des personnes très âgées en situation d'obésité pour accompagner ces changements de comportement. Voilà, et en termes de santé publique, on l'a répété, plus on agit tôt, plus on risque de retarder, voire d'empêcher le développement de maladies chroniques liées à ça. Donc c'est sûr que quand les maladies chroniques sont déjà nombreuses et importantes, il y a toujours, c'est toujours bien, hein, mais probablement que en termes de santé publique, c'est moins efficient. Depuis quand existe Impulse? Janvier 2024, c'est ça? Janvier 2024, on a répondu à l'AMI en 2022, on a entièrement construit notre outil et du coup, les premières inclusions ont été réalisées en janvier 2024 et on a presque 300 patients qui nous ont été orientés par des professionnels depuis. Entre le moment où ça existe et la version que vous avez là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts avec, voilà, ça, on n'a pas en 2 ans pondu ou créé quelque chose d'aussi abouti que ça ne l'est à date. Et puis c'est aussi quelque chose qui va évoluer un peu en permanence. Donc au début, ça a quand même ramé pendant un certain temps, il faut bien être clair, hein. Est-ce qu'un adolescent peut être suivi par un diététicien et bénéficier d'Impulse? Il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, hein, c'est bien ce qu'il faut comprendre, hein, j'insiste là-dedans. Le diététicien, le médecin, il continue son taf et le reste, c'est de l'éducation thérapeutique qui va à côté, hein. Donc, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que vous envoyez votre patient faire l'éducation thérapeutique sur le diabète que vous arrêtez de le soigner et qu'il arrête de voir le diabétologue ou le nutritionniste ou la diététicienne. Au contraire, ça vient en appui. Est-ce qu'une IPA peut prescrire Impulse? Laura Bauer-Dupuis. Elle peut orienter dans Impulse ETP. Comme l'a précisé Jean-Luc Delabant tout à l'heure, on est vraiment sur une inclusion par un professionnel médical, donc un médecin, une sage-femme ou un chirurgien dentiste. Mais aujourd'hui, d'autres professionnels peuvent orienter. Donc il y a tout un formulaire qui est disponible sur le site internet impulse-etp.fr. Et ensuite, nos équipes s'occupent de faire la validation de l'inclusion auprès du médecin traitant du patient. Lâchez pas le micro parce que une autre question où il était évoqué tout à l'heure, est-ce que la référente est une vraie personne? Question complémentaire, quels professionnels de santé suivent les patients Impulse ETP? Alors ceux qui suivent, ce sont les référents, donc qui sont formés à minima aux 40 heures à l'ETP, donc ça peut être différents profils, et tout ce qui est éducateur, donc ce sont des professionnels formés à leur thématique, donc on a des sophrologues, on a des APA, on a des diététiciens qui accompagnent et qui animent les ateliers et qui vont au-delà puisqu'ils participent aussi à la rédaction des défis et des ressources qui sont dans l'application. Et donc justement, question complémentaire encore, comment intégrer l'équipe d'accompagnement d'Impulse? On s'adresse à l'adresse mail indiquée. contact@impulse-etp.fr qui est également disponible sur la diapositive critères d'inclusion.
Voilà, et question un peu générique. Savez-vous s'il est prévu que les consultations diététiques en libéral soient remboursées par l'assurance maladie dans le cadre de la prévention santé pour les adultes? Alors, je ne sais pas si Guitry de Savel sait intervenir sur cette question. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'éléments à mon niveau, au niveau national. Juste moi, peut-être pour compléter, en fait, il y a des expérimentations qui sont en cours dans le cadre des articles 51. Donc, c'est des expérimentations qui tentent à expérimenter le financement de parcours de soins par l'assurance maladie. Et donc, il y a 5 expérimentations en cours pour l'obésité pédiatrique et il y en a 2 ou 3 sur l'adulte. Et donc, c'est en cours d'expérimentation et c'est les évaluations de ces expérimentations qui vont ou pas conduire à leur généralisation, donc à la prise en charge financière des parcours par l'assurance maladie. Et d'ailleurs, Mission Retrouve ton cap avait été intégrée dans ces expérimentations article 51 et a été généralisée. C'est pourquoi il y a le financement de parcours. Donc, il faut attendre encore un petit peu, je pense. Oui, Et il y a ça des... devrait venir. Ne coupez pas le micro parce que d'autres questions qui vous concernent, mais oui, il y a ces généralisations d'article 51, c'est-à-dire de paiement au parcours qui se profile effectivement en Nouvelle-Aquitaine sur les questions du surpoids et de l'obésité, peut-être en 2026, mais bon, on tiendra au courant au fur et à mesure. Une question, comment intégrer le réseau REPOP en tant qu'infirmière libérale? Il suffit de nous contacter et de participer à une de nos journées de formation. Donc, vous avez les dates sur le diaporama. Sinon, nous contacter au 05 56 96 00 82 ou via nos mails. Vous avez tout sur le site internet du REPOP, repop-aquitaine.org. Une autre participante, auditrice dit: je suis infirmière libérale formée à l'ETP en Charente-Maritime. Je suis inscrite pour septembre pour un DU diabétologie. J'aimerais savoir vers où me tourner pour intégrer un centre afin d'accompagner les patients. Alors, elle peut prendre, pour la partie REPOP du moins, obésité pédiatrique, elle peut prendre contact avec nos médecins référents de Poitou-Charentes et de Limousin. Donc, pareil, sur notre site internet, il y a les contacts et puis on le mettra peut-être en ressources de ce webinaire. Et ensuite, du coup, on pourra l'orienter vers des ressources actuelles en éducation thérapeutique. Alors après, il y en a un vers Poitiers, c'est peut-être loin de chez elle, comme la Villa Santé, mais voilà, on a un peu un listing de ressources en éducation thérapeutique, obésité pédiatrique, vers qui on pourra l'orienter. Beaucoup de questions sur MRTC, donc je me tourne vers Guitry de Savel. Quelle est la place du médecin nutritionniste libéral dans le dispositif Mission Retrouve ton cap? Guitry ou Géraldine? Guitry? Oui, alors c'est vrai qu'on a dit que c'était plutôt le médecin traitant et médecin généraliste ou le pédiatre, mais il peut tout à fait orienter l'enfant qu'il a en face de lui vers le dispositif Mission Retrouve ton cap. Et dans le cadre justement de Mission Retrouve ton cap, quelle est l'articulation avec les dispositifs PEPS et Mon soutien psy? Alors pour le dispositif Mon soutien psy, donc il peut tout à fait être orienté si la maison, la MSP voit qu'il y a besoin d'un soutien psy plus poussé, il peut très bien orienter l'enfant via ou sa famille via le dispositif mon dispositif Mon psy. Par contre, pour l'APA et PEPS, donc en fait, l'objectif en fait de Mission Retrouve ton cap, et comme le disait Docteur Delaban tout à l'heure, c'était plutôt dans un premier temps la reprise d'activité, donc faire du vélo, faire de la trottinette, voilà, c'est une remise à l'activité physique. Et ensuite, oui, il peut, s'il remplit les critères, peut l'orienter vers le dispositif PEPS. Mais aujourd'hui, l'objectif MRTC, c'est plutôt une remise d'activité physique et non en première intention le dispositif APA et PEPS. Est-ce que justement le dispositif MRTC s'applique uniquement dans un cadre libéral en MSP conventionné, libéral simple, etc. Je pense que il faut bien distinguer entre qui peut adresser Voilà. tous les patients et les personnes, les professionnels de santé, les structures qui sont labellisées pour accompagner. Oui, tout à fait. Donc le médecin en fait prescrit et ensuite il est orienté vers une mission sectrice. Et donc en fait c'est ensuite la MSP qui va suivre l'enfant et qui va prendre en charge l'enfant de A à Z.
et il y aura un lien forcément avec le médecin traitant puisqu'il aura le bilan via la MSP. Une question certainement d'un masseur-kinésithérapeute. Pour MRTC, le suivi prescrit peut concerner l'activité physique, vous l'avez évoqué. Le suivi par le kiné ne fait pas partie pour l'instant du financement forfaitaire. Non, exactement. En fait, le kiné va travailler avec la MSP. Soit il travaille au sein déjà de la MSP ou il va conventionner avec la MSP pour effectuer le bilan de l'enfant. Et c'est la MSP dans le cadre du forfait ou du contrat qui va passer avec la MSP qui va être remboursé par la MSP. Dernière question, pour favoriser Mission Retrouve ton cap et dépistage précoce, la CSO sera-t-elle dans le futur prise en charge à 100%? C'est un frein côté médecin généraliste et parents au regard des remontées des visites. Alors, la CSO, donc c'est une cotation hein, d'une consultation qui est à 46,50 €, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, c'est étudié il y a une demande au niveau national par les référents des REPOP et de l'APOP pour justement est-ce qu'il y a une prise en charge à 100% de cette consultation. Mais pour le moment, on n'a pas eu gain de cause, mais ça, je pense que ça va être aussi dans les réflexions en lien avec les articles 51 où ça va peut-être passer. Pour le moment, non, mais on y travaille. Merci déjà de la traduction concernant la cotation, parce que j'étais un peu perdu entre le centre spécialisé en obésité. Donc voilà, oui, c'est une cotation. Et donc vous militez pour, mais on n'y est pas encore. Dans les remarques un peu générales, disons que la généralisation de 2 heures de sport hebdomadaire supplémentaires au collège pourrait diminuer les risques de prévalence de l'obésité chez les adolescents. On manque de prévention. Les soignants manquent de temps pour mettre en place ce type de démarche. Effectivement, maintenant, une fois de plus, tout l'idée quand même d'avoir Mission Retrouve ton cap, le dispositif REPOP pour pouvoir accompagner justement les professionnels qui manquent de temps pour pouvoir effectivement aider et là qu'on puisse, comme vous le disiez, parce que le sujet d'activité physique est présent hein, dans le cadre de ces deux dispositifs qui ont été présentés. Je crois que on a à peu près pris toutes les questions qui sont arrivées. Il en restait une dernière qui est où revoir le webinaire et le diaporama. Vous aurez comme d'habitude d'ici 2-3 jours le temps de réaliser mettre au propre tout ça, le webinaire qui sera disponible en replay sur le site internet de l'URPS Médecin et avec le replay ou sur la chaîne YouTube de l'URPS Médecin et avec le replay le document ressources PowerPoint qui reprendra la description de tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui et avec toutes les adresses et même beaucoup plus de détails dans ce PowerPoint. Donc n'hésitez pas une fois de plus à le consulter et à le faire tourner, circuler autour de vous pour faire connaître au-delà de ceux qui ont pu assister. A priori, plus d'autres questions-réponses. Nous sommes rigoureusement dans les temps de l'heure consacrée à ce webinaire. Je tiens particulièrement à remercier pour la préparation de ce webinaire Laura Bauer-Dupuis, qui a pas mal œuvré, mais également Marjorie Martin et Margot Espine, et qui ont géré aussi toutes les dimensions de communication, de régie. Et Marine Cassius sur la partie questions des auditeurs. Merci infiniment aux uns et aux autres pour ces différentes interventions et à très bientôt.